parfait. Et parce que Salut, bonsoir à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez? Enfin non, c'est ça. Oui, vous m'entendez. Donc bonsoir. Merci Hugo pour la présentation. Merci Célia pour l'invitation. Moi, je suis très content et déjà, dois vous dire que ces séances d'auto-formation font des jalouses et des jaloux. C'est une super initiative. Et tenez-vous-y, enregistrez-le et faites-le circuler. C'est vraiment une excellente idée. Euh, donc, on m'a proposé d'intervenir sur le logement général, sur l'encadrement des loyers aussi. Euh, donc évidemment, moi je vais vous parler en tant qu'expert militant, on va dire, expert citoyen. Donc merci Hugo pour la présentation. Donc, je suis porte-parole, je suis conseiller régional d'Europe Écologie Les Verts. Je suis investi dans pas mal d'associations. En ce moment, c'est le revenu de base, l'expérimentation citoyenne du revenu de base. Si vous êtes sur Paris jeudi, on tire au sort la quatrième personne bénéficiaire. Dès qu'on collecte 12 000 euros, on les redistribue à une personne qui touche 1 000 euros par mois pendant un an. Et bien jeudi, on distribue le quatrième revenu de base dans le dixième. N'hésitez pas à ramener vos fraises. Euh, et il se trouve que je suis venu au militantisme par les stages, comme a dit Hugo. Et puis ensuite, on avait créé Jeudi Noir sur la question du mal logement. Et j'aurais pas dit omerta, mais clairement, à l'époque, et malheureusement c'est encore vrai aujourd'hui, les médias ne consacrent pas au logement autant d'attention que ce qu'on pourrait imaginer pour la deuxième ou troisième priorité des Françaises et des Français. En gros, tout en haut des priorités, il y a l'emploi, la santé, le logement, la sécurité peut-être, etc. Le climat, bien sûr. Mais malheureusement, on parle très très peu du logement. En tout cas, pas à concurrence de l'intérêt ou de la nécessité pour les Françaises et les Français. Et nous, avec Jeudi Noir, on était en gros des jeunes précaires, avec ou sans emploi. Euh, et on était consacré au dur du dur de la recherche d'emploi que malheureusement vous devez connaître, la recherche de logement pardon que malheureusement vous devez connaître, c'est-à-dire multiplier les garanties, les files d'attente pour des visites collectives où on se met à nu devant un propriétaire ou un agent immobilier. Nous on appelait ça grosso modo bizutage social. Euh, et c'est à partir de là qu'on a voulu interpeller les pouvoirs publics pour leur demander d'agir, aussi pour proposer aux médias finalement de couvrir le sujet. Finalement, quelque part, on donnait des prétextes aux médias pour en parler. Si vous discutez avec des journalistes, c'est extrêmement intéressant et ils vous disent bah oui, mais le mal logement, qu'est-ce que tu veux, le mercredi ou le mardi c'est pareil, en mars, en février c'est pareil. Et donc finalement, il n'y a pas de moment particulier, peut-être un peu comme quand la Fondation Abbé Pierre sort son rapport fin janvier. Bon, des fois, quand il y a des morts, des SDF à la rue, oui, on en parle. Mais finalement, c'est un peu comme les inégalités salariales. Comme c'est un peu tout le temps, bah, il n'y a pas de raison d'en parler. Et donc, nous, on s'était donné la mission, entre guillemets, de fournir des prétextes. Et pour ça, notamment, on envahissait euh, les, euh, les logements trop chers. Donc, on a fait des teufs à 30 ou 40 dans des studios de 8 ou 10 ou 12 mètres carrés à 600 euros, inviter des journalistes. Et très vite, quand vous êtes 30 dans un appartement comme ça, à lancer des confettis, ça fait de belles images. Voilà, ça permet de faire un prétexte pour enfin parler du mal logement. Euh, à ce stade, je précise que moi, je vais vous développer un petit peu les propositions qu'on fait, qui sont évidemment partagées par Europe Écologie Les Verts, qui sont évidemment portées par la Fondation Abbé Pierre. C'est grosso modo un gros consensus que je vais vous présenter, donc c'est pas ma vérité révélée. N'hésitez pas à couper, à poser des questions. C'est Hugo, le Master of Ceremony. Et puis après, il y aura un débat. Euh, donc, n'hésitez pas non plus à vous faire votre propre opinion. C'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que vous êtes toutes et tous des personnes qui vous intéressez à l'actualité, à la politique par définition, à l'avenir de l'humanité par hypothèse. Donc, vous êtes légitime. Creusez un peu, confrontez vos intuitions aux chiffres, aux stats, etc. Et vous ne laissez pas réfréner sous prétexte que vous ne seriez pas expert. D'ailleurs, méfiez-vous des experts. Et évidemment qu'ils ont des stats pour eux, mais ils ont aussi une orientation. Pendant des années, les stats fournis par certains économistes, en fait, étaient, et ça a été, c'était pas que c'était caché, mais en fait, en gros, c'était financé par la FNAIM, les agents immobiliers, et donc c'était très orienté. Je dis pas que c'était faux, mais les conclusions étaient orientées.
Donc, n'ayez pas peur de votre propre compétence. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on a abordé la question, à d'abord agiter d'un point de vue militant, et puis ensuite à formuler notre propre corpus de propositions, encore une fois relativement en lien évidemment avec les historiques, quoi, les droits au logement, Fondation Abbé Pierre et autres, et aller chercher des noises aux ministres qui foutaient rien. La réflexion à la base de ça, c'est le logement, c'est un bien commun. C'est-à-dire que c'est pas une marchandise comme les autres. Si vous n'avez pas de logement, tout est beaucoup plus difficile. On peut régler toutes les questions d'emploi, de santé, mais à la fin, s'il n'y a pas de logement, tout est beaucoup plus compliqué. C'est aussi bête que ça. Et que donc le boulot d'un gouvernement, c'est l'abbé Pierre qui le dit, c'est d'abord de loger les gens. Et ensuite, évidemment, de s'attaquer aux autres problèmes. C'est vraiment aussi con que ça. Le logement est un bien commun. Et donc, on doit inventer ou privilégier des politiques publiques qui permettent de loger décemment les gens. Une fois que vous avez calé ça, et ben, tout le reste en découle. Par exemple, tous propriétaires. Bah, en fait, on s'en fout. C'est à peu près aussi con que de dire tous locataires. Tous propriétaires, c'est une idéologie. Quand Sarkozy disait tous propriétaires, et donc, par exemple, il fallait que les politiques publiques remboursent les prêts, les taux d'intérêt, etc. Ça coûtait très cher. Bah, tous propriétaires, c'est une connerie, ça dépend des gens. Par exemple, si vous êtes en Picardie, que votre région elle est archi dépendante d'un seul employeur, par exemple les Goodyear, Continental, etc. Quand la boîte ferme, si vous êtes propriétaire, vous êtes beaucoup moins mobile qu'un locataire. Et donc il y a des gens qui ont vécu entre guillemets la double peine, c'est-à-dire que non seulement ils étaient virés, parce que Continental partait en Pologne pour économiser du fric, mais en plus, ouais, mais en plus, ils étaient piégés chez eux parce qu'en fait, ils n'étaient pas locataires, ils étaient propriétaires, mais de vrai, ils étaient locataires de leur banque. A contrario, tous locataires, ça serait aussi une connerie parce qu'on peut choisir d'être propriétaire, etc. Mais donc ça, c'est une version idéologique de la chose. Voilà. Nous, on part du principe, c'est un bien commun, et donc les politiques publiques doivent s'adapter pour loger les gens. Et les modalités, en vrai, c'est secondaire. Sur la question du mal logement, et je vois qu'il y a une question, merci Jérémy, sur le comptage des sans-logis. Alors, il y a plusieurs dimensions. Déjà, c'est la Fondation Abbé Pierre qui fait référence sur le sujet. On est grosso modo à 4 millions de mal logés. Donc c'est au sens large, hein. Ça veut dire évidemment les SDF, mais aussi les personnes qui habitent chez des tiers, chez des amis, mais qu'en gros, c'est pas par plaisir, quoi, ça dure trop longtemps. Le surpeuplement, pardon, c'était le thème spécifique du rapport cette année. La précarité énergétique, ça veut dire quand vous consacrez plus de 15% de vos revenus à votre facture d'électricité. C'est le cas de beaucoup de petits studios qui sont chauffés à l'électrique, etc., etc. Et donc, vous voyez, en fait, il y a finalement les SDF qui sont le dossier le plus dur, le plus noir. On va dire que on estime que c'est 150 000 personnes à la rue. Les mal logés, 4 millions, hein, donc l'insalubre, le surpeuplement, hébergés chez les tiers, hébergés dans des logements très précaires, type caravane, etc. Mais au-delà, et je vous recommande vraiment de jamais oublier, en fait, on peut considérer qu'il y a 15 millions de personnes qui sont concernées à des degrés moindres par la crise du logement. Par exemple, si vous consacrez 50% de votre revenu à votre logement, on appelle ça un taux d'effort, et ben vous êtes dans un loyer très cher. Et donc vous êtes affecté par la crise du logement. C'est évidemment malheureusement souvent le cas des jeunes précaires, enfin plus j'allais dire des jeunes actifs qui sont souvent jeunes précaires, des petits studios, même avec APL, vous consacrez la moitié d'un SMIC et donc ça fait un taux d'effort extrêmement important. Mais c'est aussi le cas des personnes qui se sont endettées pour acheter et qui du coup à nouveau se retrouvent locataires de leur banque, qui ont des mensualités très importantes pendant 20 ou 25 ans et qui sont un peu piégés. Donc il y a tout un continuum en fait. Il ne faut vraiment surtout pas considérer qu'il y a eux et nous, les bien logés, les mal logés, ou ceux qui ont un toit et ceux qui n'en ont pas. C'est un continuum malheureusement. Et les politiques publiques, évidemment, doivent en priorité venir en soutien aux SDF.
Mais on verra qu'il y a vraiment un continuum. Je reviendrai là-dessus. Sur le constat, voilà, vraiment encore une fois, c'est la Fondation Abbé Pierre qui fait référence. Donc 4 millions de mal logés. Les jeunes sont très, très concernés. Les loyers ont énormément augmenté. On estime 50 à 70% dans les 10 dernières années. Que dire, il n'y a pas assez de logement social. Donc les jeunes ne sont pas dedans parce qu'il faut, en gros, le temps de rentrer dans un logement social, bah, vous êtes vieux. Il y a une discrimination manifeste qui s'exerce à mots couverts sur les pièces qu'on vous demande, qui est une belle manière d'esquiver les noms qui ne sonnent pas français ou discrimination au faciès ou à l'adresse, ou évidemment les personnes qui ont des garanties, qui gagnent les 3 ou 4 fois le loyer, mais qui n'ont pas les cautions qu'il faut. Et donc ça c'est extrêmement discriminant aussi. Nous c'était pour ça qu'on s'était créé, vraiment c'était partir du quotidien, de la discrimination, des files d'attente, du mépris, etc. Au fur et à mesure qu'on discutait avec les grands acteurs et qu'on voyait l'inaction des pouvoirs publics, on a structuré nos propositions en 3 grands axes. Et Hugo, n'hésite pas à me couper s'il y a des questions ou si je dois préciser. 3 grands axes, et puis la question quand même prioritaire des sans-abri. Les 3 grands axes, c'est pas compliqué, c'est construire, donc ça c'est faire du neuf en fait, mobiliser le parc vacant, c'est ce qui peut être mobilisé, ce qui est déjà construit et qui en fait est mal utilisé, et puis encadrer. Et encadrer, on met beaucoup de choses là-dedans. Alors sur construire, c'est d'abord et en priorité du logement social. C'est-à-dire que la construction de logement social, c'est archi rentable pour l'État. C'est jamais une dépense à perte, puisqu'évidemment, en échange, il y a des loyers. Et même si les loyers sont pas chers, en fait, ces loyers, ils sont calculés pour être rentables, à l'équilibre. En tout cas, jamais personne n'est perdant en faisant du logement social. C'est plutôt une question de dogmatisme de ne pas vouloir en faire. Donc vous avez 3 types de logements sociaux. Alors là, on rentre un peu dans le détail, qui sont plus ou moins sociaux, qui sont plus ou moins pas chers. Le PLS, je vais m'y perdre, PLAI et le plus. Et là-dedans, les 2 derniers, le PLAI et le PLUS, ce sont vraiment les loyers les moins chers. On est sur 5, 7, 9 euros du mètre carré. Donc vous pouvez prendre le temps de comparer avec chez vous. Si vous êtes dans une grande ville étudiante, normalement vous êtes au-dessus. Voilà. Donc évidemment, c'est plus abordable. C'est fait pour loger les personnes en difficulté. Mais il y en a tellement peu, il y a tellement de files d'attente que malheureusement, il n'y en a pas assez, tout simplement. Et donc la priorité doit être de loger les personnes en difficulté. Et vraiment, il ne faut pas voir ça comme une concurrence, parce que quand il y a du logement social qui est créé, ça contribue aussi à peser à la baisse sur les loyers alentours. Voilà. Donc en fait, créer du logement social, c'est aussi, en gros, assainir, entre guillemets, ou affaiblir les loyers alentours. Ça, c'est vraiment la priorité, et c'est pour ça qu'il y a une loi qui s'appelle la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui est une loi ancienne, et qui a été mise à jour, entre guillemets, par Duflot quand elle était ministre du Logement, pour atteindre 25% de logement social dans les zones, enfin dans certaines zones, etc. C'est pour ça que vous avez des rapports de la Fondation Abbé Pierre, à nouveau, qui sanctionnent ou qui pointent les communes qui dérogent à la loi SRU, c'est-à-dire qui refusent de construire. Hugo, tu me dis, hein, mais sinon je continue un peu là-dessus. C'est des délinquants, c'est des maires délinquants. C'est-à-dire que c'est vraiment des maires qui refusent d'appliquer la loi. Comment ça se passe dans le concret? Vous êtes par exemple à Vincennes, où il y a un grave déficit de logement social. Le maire ne veut pas. En fait, on examine sur 3 ans. Il s'agit d'abord d'arriver à 20% et en fait maintenant à 25%. Et donc on constate, voilà, vous êtes à 5. Il faudrait arriver à 25 à telle année. Et on vous fait le récap. Année par année, il faudrait que vous grappilliez 2-3 points de pourcentage pour y arriver. Et donc tous les 3 ans, on peut dire si vous avez fait un progrès ou pas d'ici
2025 qui est l'objectif. Et vous avez au contraire des villes qui refusent vraiment de faire du logement social ou qui trouvent c'est pas des arnaques, mais qui trouvent des petits arrangements. En fait, ils font des maisons de retraite ou des résidences étudiantes très chères, mais qui comptent comme ça, comme le logement social, pour s'arranger avec la loi. Mais il y a aussi tout simplement des villes qui détruisent du logement social, c'est-à-dire qui refusent. L'idée, en gros, pour le maire, c'est j'ai ma clientèle, entre guillemets, j'ai mon bassin d'électeurs. Avec ça, je suis réélu tranquille, et donc j'ai pas envie que d'autres personnes qui pourraient ne pas voter pour moi viennent. Ça, c'est un vrai sujet. La loi en fait SRU est déjà adaptée pour lutter contre ces dérives, ces délinquants. Euh, Il y a des sanctions qui peuvent être des amendes, mais aujourd'hui malheureusement il y a des maires, souvent de droite mais aussi socialistes, qui préfèrent payer des amendes. Il y a une sanction nucléaire, c'est le préfet en fait peut construire sur le budget de la commune. À ma connaissance, ça n'a pas été employé. Mais c'est dans la loi, c'est-à-dire qu'avec la volonté politique, c'est-à-dire le ministère du Logement il dit ça suffit, il faut construire du logement social, donc ces communes qui refusent, eh ben, je demande au préfet de construire sur le budget de la commune, ça veut dire en gros le préfet se substitue au maire pour dire bah voilà, c'est machin, Vinci, Bouygues ou autres qui vont construire du logement social à cet endroit et c'est la commune qui va payer. Ça c'est une arme nucléaire qui est déjà dans la loi, qui n'a jamais été employée. Donc on est vraiment sur une question de, vous voyez, de volonté politique et pas de il faudrait inventer un nouveau dispositif. En général, toutes les solutions au mal logement sont déjà dans la loi. On a à peu près l'arsenal législatif qu'il faut. Toute la question, c'est la mise en œuvre. Ça, c'est vraiment le truc le plus structurant parce qu'évidemment, quand il y a pénurie, bah, il faut construire. Une autre manière de lutter contre la pénurie, c'est mobiliser le parc existant. Donc ça, c'est toute la question de la vacance. La vacance, c'est les biens, bureaux ou logements qui sont vides. L'INSEE dit 2 ans. Donc 2 ans, c'est à partir du moment où quelque chose n'est pas occupé pendant 2 ans. Vous pouvez mettre une taxe. Voilà. Et donc il y a des communes qui ont... donc il y a une taxe sur les logements vacants au bout de 2 ans. Et il y a des communes qui ont mis une taxe sur les logements vacants en plus au bout de 5 ans. Et donc là, ça devient dissuasif. Parce qu'il y a des propriétaires ou des grands investisseurs institutionnels, les banques et les assurances, qui préfèrent garder vide pour des raisons de spéculation. Là aussi, je peux développer, mais c'est un peu long. Et donc le fait de taxer ces logements vacants, c'est une mesure d'intérêt général. Parce que, dites-vous bien, encore une fois, le logement, c'est un bien commun. Donc, quand on thésaurise, c'est-à-dire qu'on retire du marché, eh bien, on accentue la pénurie. Si Hugo, par exemple, voilà, bah, tant pis, c'est tombé sur toi, tu as de l'or et tu le retires du marché, tu le caches, tu fais monter le cours de l'or à proportion de ce que tu détiens. Mais tant mieux, si on s'en fout, on n'achètera pas de l'or et on mangera des pâtes. Mais si on fait ça avec du logement, c'est-à-dire qu'on thésaurise, on retire du marché du logement, on accentue la pénurie, on augmente la cherté du loyer ou à l'achat à proportion de ce dont on est propriétaire. Et ça, c'est une atteinte au bien commun. Et donc c'est pour ça que c'est légitime de le taxer pour le remettre dans le logement. Dernièrement, il y a, vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a un truc qui s'appelle Airbnb. C'est bizarre de parler tout seul, hein, d'avoir aucun retour. Mais bon, je pense que vous connaissez. Qui pose un problème parce que ça capte. Alors, on aimerait avoir bien des détails sur les raisons pour lesquelles les propriétaires gardent leur logement vide. Alors, oui, merci Alexandre. Alors, il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons. Le cas typique, c'est une succession en indivision, donc il faut que tout le monde se mette d'accord. Et donc, avant de le mettre en vente, les gens préfèrent se chamailler. Ça peut durer des années, hein. Surtout quand vous n'avez pas de problème de fric immédiat. Il y a toute la question des biens vétustes, hein. Il ne faut pas se dire que quand on dit par exemple 2 millions de logements vacants, c'est tentant de dire 2 millions de logements vacants, 140 000 SDF, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas aussi simple que ça, puisque il y a beaucoup de logements vacants qui sont archi-vétustes. Qui peuvent même d'ailleurs être vétustes, par exemple c'est le cas à Avignon ou dans des quartiers, dans des endroits comme ça, et protégés par les bâtiments de France. Et donc pour les rénover, ça coûte très cher. Et donc vous avez des gens qui finalement veulent pas vendre, en ont pas forcément besoin, mais enfin faire des travaux ça serait très compliqué et du coup les trucs pourrissent. Il y a aussi
tout un tas de bureaux, par exemple, qui sont vides, qui sont absolument inadaptés aux attentes des entreprises actuelles. C'est le cas, on appelle ça le triangle d'or, c'est donc dans le 8e à Paris. Si vous baladez rue de Provence, dans ces quartiers-là, le 9e, c'est un paradis pour squatteurs, parce que vous avez un tas de bâtiments qui ont été achetés par les banques et les assurances au moment de leur splendeur. Et à l'époque, il fallait de la pierre. Il fallait de la pierre pour rassurer les gens et qui mettent de l'argent chez vous. Et donc, ils ont un tas de patrimoine là-dedans. Mais vous ne pouvez pas mettre de bureau là-dedans parce qu'en fait, si vous êtes Siemens aujourd'hui, Siemens, ils sont mieux à Garenne-Colombe parce que pour faire venir du matériel, c'est plus pratique que dans le 9e à Paris, évidemment, etc., etc. Donc il y a tout un tas de raisons qui se cumulent. Et puis il y a la spéculation. Il y a la spéculation, en gros, vous gardez vide parce que c'est plus simple de vendre quand c'est vide. Sinon, vous avez une décote. À peu près, si vous vendez quelque chose d'occupé, c'est moins 25% à peu près. Et donc c'est mieux de garder vide parce que vous pouvez le vendre facilement et puis en plus vous le vendez plus cher. Et ça, il y a des indicateurs de spéculation, notamment pour les grands, on appelle ça les zinzins, les investisseurs institutionnels. Et ça résume bien le truc, c'est-à-dire que c'est une rationalité différente de la nôtre. C'est plus rentable de garder quelque chose de vide. Sauf que eux, ils ont des patrimoines hallucinants. On parle de milliers de mètres carrés ou de dizaines de milliers de mètres carrés. Donc pour revenir sur Airbnb, Airbnb s'est vachement développé. Juste, pardon. Oui, je t'en prie. Ouais. Pardon, Julien. Juste avant de revenir sur Airbnb, on peut peut-être prendre 2-3 petites questions sur justement les axes que tu as proposés avant. Donc je rappelle, c'était construire d'abord à travers les logements sociaux et puis mobiliser le parc existant. C'est vrai que c'était très intéressant. Moi, j'ignorais justement le fait, je comprenais pas pourquoi il y avait des bureaux qui restaient vides et on me disait à chaque fois je comprenais pas pourquoi c'était plus simple de vendre un logement vide. Et justement, pendant que les gens réfléchissent peut-être à poser des questions sur le SRU, donc je te rejoins, c'est vrai que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc oui, il y a un objectif de 25%. Il me semble qu'il y a 60% de communes qui respectent pas cette obligation. Tu me dis si je dis des bêtises. Et surtout, je dis pas que c'est simple de respecter ce pourcentage de 25%, mais sincèrement, c'est de la mauvaise foi, j'ai l'impression, personnellement, si de pas la respecter, parce que, comme tu le disais, en fait, il y a trois catégories de logement social dans ces 25%, et en gros, tu peux faire du logement social. Encore une fois, tu me dis si je dis des bêtises, mais il y a en gros le logement social, une catégorie de logement social qui sont pour les plus démunis, les plus pauvres, mais il y a également la troisième catégorie où ça s'adresse déjà à des personnes un peu plus aisées. Donc je veux dire, en conclusion, le maire qui a envie de faire du logement social sans avoir les personnes qui dérangent, les pauvres entre guillemets ou des trucs comme ça, il peut très bien faire du logement social qui est déjà quand même réservé à une certaine population. Donc je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Et Ouais, t'as bien résumé. Clairement, et encore une fois, il y a pas mal d'associations qui militent pour sortir le PLS, donc le logement social le moins social, de la catégorisation SRU. C'est-à-dire que ça compte même plus. C'est-à-dire que tellement c'est... pour vous dire, je crois que pour être hors des plafonds PLS, il faut gagner plus de 50 000 par an. Je ne suis pas sûr de mes chiffres. Mais en gros, il y a 80% de la population française qui est éligible au PLS, c'est-à-dire le troisième niveau, le moins social. Donc en fait, c'est un peu tout le monde finalement. Encore une fois, pour que ça soit utile, il faut que ça soit réservé aux plus en difficulté, notamment parce que ça permet d'assagir tous les loyers. Et donc loger des gens qui finalement n'ont pas autant de difficultés, c'est dépenser de l'argent public précieux et rare et pas en maximiser les impacts. Mais donc tu as tout à fait raison, c'est possible de bricoler ces objectifs SRU en faisant du PLS, donc des résidences étudiantes, des trucs de retraités, etc.
Et là, normalement, le maire, il n'est pas confronté à une population qui lui flingue les prochaines élections. Et moi, j'en veux pour preuve un maire de droite, qui s'appelle Étienne Pinte, enfin, ancien maire de Versailles, avec qui, évidemment, on aurait beaucoup à dire sur les mœurs, etc., mais qui a obtenu, qui a fait les objectifs de la loi SRU à Versailles, dont l'essentiel de la superficie est concerné par des règles d'urbanisme hallucinantes, hein, évidemment, c'est le château, etc. Et lui, il l'a fait en diffus. Donc, euh, le logement social à l'ancienne, c'est vous posez une grosse tour, et donc vous faites un gros paquet de logements d'un coup, ça pose des questions. Et lui, il a fait en diffus, c'est-à-dire que dans le même immeuble, vous aviez un petit bout de logement social, des logements non conventionnés, etc., etc. Ça coûte plus cher, mais malgré le coût et malgré la situation spécifique de Versailles, il a réussi à respecter les objectifs de logements sociaux, donc c'est possible. Ah ben, je vois que, Mathieu, je voyais ta question. Connaît-on la part de la population française susceptible de bénéficier d'au moins un type de logement social? Ben, voilà, je crois y avoir répondu. Euh, les PLS concernent trop de gens, en fait. Finalement, euh, il me semble que le plafond, c'est à 40 000 ou 45 000 euros. Pour l'anecdote, sur la spéculation, je reviens là-dessus. Sur les zinzins, les investisseurs institutionnels. Si vous voulez vraiment entrer dans le détail, en matière de finance, pour être crédité, vous savez, d'une bonne note par les agences de notation, là, les 3 ou 4 qui se partagent le marché comme des voyous, là, avoir de la pierre, avoir du foncier, c'est un gage de solidité, de sécurité. Donc pour avoir une bonne note, il faut avoir de la pierre, de l'investissement dans l'immobilier. Mais pour avoir une bonne note aussi, il faut que votre investissement il soit liquide, c'est-à-dire que vous puissiez le transformer en monnaie assez rapidement. Donc pour un particulier, c'est l'assurance vie. Pour un investisseur institutionnel, c'est un gros bâtiment que vous pouvez vendre d'un coup, comme ça, en quelques mois. Ça s'appelle un actif liquide. Et donc, si vous combinez les ratios, mettons qu'il faut 5% de votre patrimoine en foncier, eh ben, ça fait des dizaines de milliers de mètres carrés. Et 5% de ce patrimoine lui-même liquide, eh ben, ça fait encore des milliers de mètres carrés. Et donc, pour avoir des bonnes notes d'un point de vue de la finance et de la spéculation, il faut garder des bâtiments vides, ne serait-ce que pour donner des gages à ces grandes agences de notation. J'ai dit. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être en revenir à mobiliser le parc existant en termes de solutions, et notamment, il me semble que tu allais commencer sur Airbnb, ce que ça fait, quoi. Ouais, merci. Alors sur Airbnb, voilà, donc on est toujours sur le parc existant, mais qui est mal mobilisé. Donc Airbnb c'est super, évidemment, il est hors de question de dire que c'est pas bien. Ça permet à des gens, finalement, quand c'est vous et moi qui l'utilisons de manière occasionnelle, soit comme hôte, soit comme visiteur, c'est une belle manière d'optimiser l'espace. C'est-à-dire que là où je suis, bah, s'il y a quelqu'un qui peut venir pendant le week-end et moi je suis parti, moi ça me fait un peu de sous et la personne, finalement, elle optimise l'espace. Voilà. Le problème, c'est que dans les grands centres-villes, dans les centres historiques, Bordeaux, Paris évidemment, Strasbourg et autres, vous avez des gens qui achètent des appartements pour en faire du Airbnb à l'année. Donc là, non seulement ils concurrencent les hôteliers, bah ça c'est pas bien pour les hôteliers, mais à la limite, pas très grave. Mais en plus, finalement, ça fait une cherté des loyers pour tout le monde. Aussi pour les gens qui habitent à l'année. Et en fait, en gros, c'est un peu comme si vous retiriez c'est un peu comme si vous le gardiez vide. Ça a le même impact sur les loyers que la thésaurisation dont je parlais. C'est-à-dire, vous retirez un loyer, un appartement du marché. Soit vous n'en faites rien, et ben, vous contribuez à la pénurie. Soit vous remplacez finalement un hôtel et vous le confiez que à des touristes de passage, et bien c'est un peu comme si vous le retiriez du marché pour les locataires du coin. Et donc ça a des tas d'impacts sur la vie sociale, sur la cherté des restaurants,
sur le fait qu'il y ait des magasins de luxe ou de touristes spéciaux. Enfin, si vous faites un tour dans le 3e, il n'y a plus une seule boulangerie normale, vous n'avez que des trucs spécial brioche, spécial je sais pas quoi. En fait, ça a un impact. Dans la campagne, moi j'étais candidat dans le 3e arrondissement, on a fait des campagnes à la frontière sud du 3e. On rentrait dans des bâtiments où des fois on tombait sur une personne qui habitait là à l'année et tout le reste c'était du Airbnb. Et donc ça a vraiment un impact sur la cherté des loyers et puis évidemment sur le lien social. Donc il y a des manières d'encadrer ça. C'est tout simplement de demander des comptes à Airbnb et que au-delà d'un certain chiffre d'affaires en fait, la personne rende des comptes au titre d'un hôtelier ou qu'elles doivent passer un permis, etc. Et ça, les villes peuvent commencer à le faire. C'est encore une fois qu'une seule question de volonté politique. Et il n'y a pas lieu d'interdire, encore une fois, pour du dépannage, pour l'étudiant qui, parce qu'il va je sais pas où, pendant ce temps-là, il gagne un peu de sous sur son loyer, c'est une bonne solution. 3e point, la réquisition. C'est assez compliqué à mettre en œuvre dans le droit français. On a une prévalence du droit de propriété sur le droit au logement, clairement. Le droit de propriété est le seul qui est mentionné 2 fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors que le droit au logement est à peu près évoqué dans le préambule de la Constitution de 1946. Ça fait pas le poids. Et donc il y a en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un droit quasi absolu de la propriété, y compris le droit de ne rien faire de sa propriété. C'est toute la question du squat, qui n'est pas anti-propriété, mais bien anti-ne rien faire de sa propriété, parce que ça a un impact sur le bien commun. Donc il y a différentes procédures de réquisition, des ordonnances de 45 et des lois qui avaient été utilisées plus tard, qui sont extrêmement complexes, parce qu'en gros, dès que le propriétaire... voilà, c'est un chemin semé d'embûches pour pouvoir réquisitionner. Donc ça a déjà été fait par Chirac, notamment en 95, un peu pour l'exemple. Mais Duflot, par exemple, a essayé en 2013. Et elle a eu toutes les complexités, toutes les difficultés du monde, y compris de la part des services de l'État. Donc c'est vraiment très compliqué. Pourtant, réquisitionner des bureaux et les transformer en logement ou les transformer en hébergement, c'est vraiment l'évidence. Voilà, moi j'ai habité 2 ans et demi dans un bureau qui était le bureau du DRH, du CIC, du 24 rue de la Banque, place de la Bourse, en face de la Bourse. Et ce bureau, il est plus grand que mon appart aujourd'hui, quoi. Il faisait 40 mètres carrés. Il était vide depuis 3 ans, chauffé et allumé. Et ça n'a pas été très compliqué de transformer ça en logement, puisqu'il a suffi de remplacer un des chiottes par une douche. Voilà. Et là, vous avez un vrai centre d'hébergement qui peut au moins offrir un répit. Voilà pour le parc existant. Et puis il y a évidemment beaucoup de terrains, d'équipements de l'État qui sont sous-employés ou mal utilisés. Que l'État pourrait mettre à profit. J'essaie de lire les questions en même temps, excusez-moi. Très bien. N'hésitez pas. 3e point, donc d'abord construire, évidemment. Ah oui, pardon, merci Pablo. Oui, les réquisitions, alors c'est con parce que, vous savez, c'est un peu comme GPA et PMA, ça sonne pareil, mais c'est pas du tout pareil. Et bien réquisition, ça sonne comme expropriation, mais ça n'a rien à voir. La réquisition, c'est contraindre. Merci Pablo, excellente question. La réquisition, c'est contraindre le propriétaire qui garde un logement vide à percevoir un loyer. C'est-à-dire en gros, Célia, voilà, elle est propriétaire, elle a un appartement ou un immeuble, elle veut rien en faire. Et nous, on considère qu'il y a une crise du logement. Et donc on dit, on va prendre, si tu n'en fais rien, oui, je balance, ça y est. Si tu n'en fais rien, eh bien on va prendre ordonnance ou la loi pour une réquisition, c'est-à-dire en gros on va placer des gens chez toi, Célia, tant pis, et on va t'attribuer d'office un loyer qui est défini par le juge. Donc c'est pas du tout un truc confiscatoire, hein, et effectivement c'est temporaire. C'est de 1 à 5 ans, mais en général c'est 2 ans éventuellement renouvelable. Donc c'est vraiment contraindre un propriétaire qui n'en veut pas à percevoir un loyer.
Il y a pire dans la vie, c'est sûr. Et pour l'anecdote, dans les années 45, 46, 47, vous en souvenez comme moi, donc il y avait une partie de la France qui était détruite, bombardement, etc. On est allé jusqu'à réquisitionner des chambres. C'est-à-dire que c'était pas l'immeuble, c'était pas l'appartement, c'était des chambres qui étaient trop grandes, et pour pouvoir mettre des gens dedans, on a fait preuve de volonté politique. Là, on en est très loin. Je crois que personne ne demande la réquisition des chambres. Mais bon, voilà, il y a des bâtiments qui gagneraient à être occupés. Et par ailleurs, un bâtiment qui n'est pas occupé se dégrade beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, infiltration, etc. Donc c'est mieux d'avoir des gens dedans. Hugo, tu me coupes toujours, hein. Moi je continue, je déroule. Hein. Ouais, justement, j'ai une petite question et peut-être que ça fera naître d'autres questions. Est-ce qu'on a des chiffres? Tu parlais plus précisément des biens immobiliers des mairies, de l'État, qui n'étaient pas forcément bien utilisés, enfin qui étaient utilisés mais pas forcément bien utilisés. Je sais qu'à Bordeaux, par exemple, j'étais assez étonné, mais il y a des... ils font un petit peu tous les ans des comment ça s'appelle, des opérations où ils vont voir les immeubles, où ils se rendent compte que ah bah tiens, on a donné, on a mis à disposition tel immeuble à telle association, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas été voir, on ne sait pas si l'association existe toujours, et un petit peu comme la population, ils vont voir si ces immeubles existent toujours, tout ça. Donc est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Est-ce que toi tu en sais un peu plus sur peut-être que les mairies utilisent mal ce parc ou s'en occupent pas assez bien parce qu'elles n'ont peut-être pas les moyens? J'ai dit. Oui, alors ça c'est pas évident, le recensement de ce qui appartient à l'État ou ce qui appartient aux grands opérateurs type SNCF, EDF, etc. En fait, chacun est assez jaloux de son territoire. Et en fait, on peut comprendre, mais du coup, à la fin, on a assez peu de chiffres. Mais clairement, il y a des belles expériences qui sont lancées. Je vous renvoie à Grenoble, par exemple, ils ont des pavillons. Vous avez peut-être dû voir ça. Il y a des pavillons, bon, voilà, c'est un truc que la mairie socialiste d'avant avait acheté. Ça correspond à aucun besoin de la ville. Donc, je ne sais plus s'ils doivent le détruire ou le réorienter ou le vendre ou quoi. Dans l'attente, ils l'ont confié. Ce sont des SDF qui habitent dedans, à qui ça fait un point de fixation pour soigner. En fait, j'y reviendrai peut-être, mais encore une fois, la sécurité passe par le logement. Et ensuite, seulement, vous pouvez vous attaquer aux problèmes de santé, d'endettement, d'emploi, etc. Donc le recensement avait été fait, mais malheureusement, les grands opérateurs ont plombé le truc. Il y avait même une loi en fait qui précisait que plutôt que de vendre, les grands opérateurs devaient d'abord envisager d'en faire du logement social et de le confier à différents bailleurs. Cette loi non plus n'est pas respectée. J'ai dit. J'ai dit, mais je repasse maintenant à encadrer, parce que ça va faire long après tout ça sinon. Encadrer, c'est le gros du morceau évidemment, parce que donc le logement est déjà très encadré. Le problème, c'est que les lois sont mal faites. Et encore une fois, il y a tout un arsenal législatif qui est déjà disponible. Vous avez certainement entendu parler de l'encadrement des loyers. C'est une énorme baston, une énorme bataille. Nous, quand on s'est créé avec Jeudi Noir en 2006, c'était déjà pour obtenir l'encadrement des loyers, qui était déjà demandé par la Fondation Abbé Pierre, le DAL et autres, droit au logement. C'est une sorte de bataille culturelle, parce qu'à l'époque, vraiment, c'était le tous propriétaire, c'était le gagner plus pour je sais pas quoi, non, travailler plus pour gagner plus. Encadrer c'était ringard, enfin voilà, on passait vraiment pour des fous. Et puis, parce que les loyers augmentaient, et puis parce qu'on a multiplié les mobilisations, c'est devenu logique presque d'encadrer les loyers parce qu'ils étaient complètement fous. Et donc on s'est inspiré, donc c'est la victoire de Hollande, ça figurait en bonne place dans son programme, et Duflot l'a mis en œuvre en 2014. Et en gros, c'est inspiré de ce qui se fait en Allemagne depuis très longtemps, et aussi dans 40% des appartements à New York, donc c'est vraiment pas un truc de communiste. C'est en gros, vous avez
la moyenne des prix autour, dans l'îlot, quoi, dans le quartier autour, et vous ne pouvez pas aller 20% au-dessus. Ou plus exactement, si vous voulez dépasser 20%, il faut expliquer pourquoi. Avoir une super vue, faire des beaux travaux, etc. Donc encore une fois, on est très très loin d'un régime communiste de baisse des prix ou de je sais pas quoi, d'expropriation, de machin, etc. C'est plutôt juste éviter les loyers les plus délirants, notamment pour les petites surfaces qui sont réservées aux précaires et ceux qui bougent beaucoup, les étudiants. Manuel Valls a torpillé le dispositif parce qu'en fait il a restreint à Paris. Ça correspond à une demande très claire des agents immobiliers et des propriétaires. Et ce faisant, en fait, il a mal appliqué la loi. La loi, elle dit que ça doit s'appliquer dans toute la zone dense. Et donc à Paris, la zone dense, c'est toute la région parisienne, ça veut dire 412 communes. À Lille, la zone dense, c'est Lille et 6 autres communes. À Bordeaux, c'est toute la région bordelaise, enfin vous m'avez compris. Il y a 28 zones denses, mais c'est les 28 grandes villes et leur banlieue en fait. Et donc en appliquant la loi qu'à Paris ou qu'à Lille, les préfets en fait ont détourné la loi. Et ce qui fait que récemment, le tribunal administratif, qui fait un peu c'est blanc, c'est noir, c'est bien appliqué, c'est mal appliqué, il a dit c'est mal appliqué. Ça devrait être toute la région parisienne. Et donc on est dans une situation terrible où après le jugement administratif, je ne sais pas si je reviendrai peut-être là, mais j'y vais un peu vite, hein, mais après le jugement administratif, malheureusement, la loi est moins bien appliquée qu'avant, puisque donc on avait l'encadrement des loyers à Paris. C'était pas suffisant parce qu'en fait la loi disait que ça devait être dans toute la région parisienne. Et comme c'était mal appliqué, le tribunal il a tout cassé. Le rôle du préfet normalement c'est de reprendre un arrêté d'encadrement pour toute la zone. Il s'est engagé à le faire pour le mois de juin. Et entre-temps, arrive bientôt un projet de loi logement et on a très très peur qu'il enlève l'obligation d'encadrer les loyers. Donc aujourd'hui la loi depuis 2014 c'est dans les zones denses il faut des observateurs des loyers et un encadrement des loyers dans toute la zone. Ça avait été fait que à Paris parce que Valls n'avait pas voulu que ça se fasse ailleurs. Ça a été cassé par le tribunal administratif parce que c'était mal appliqué, que à Paris ou que à Lille et pas dans les agglomérations. Et là, il y a un vrai risque qu'en fait, ça devienne facultatif et que donc du coup, ça ne se fasse pas tout simplement parce qu'en fait, Macron ne veut pas d'encadrement des loyers. Je pourrais revenir là-dessus, si besoin. Encadrer aussi les frais d'agence, évidemment. Encadrer toutes les questions de discrimination. Discrimination par les pièces demandées qui sont complètement dingues. Discrimination au faciès. Notamment une manière de régler d'un coup la question, c'est en fait de faire comme on appelle ça la garantie universelle des loyers, c'est-à-dire qu'en gros les propriétaires sont inquiets des risques d'impayés. Il y en a très peu, c'est 2% on estime, mais du coup ils prennent des assurances contre les impayés, des assurances très chères qui vous sont évidemment refacturées. C'est compliqué de lire en même temps. Merci Julien, c'est une piste. Merci Jérémy. Garantie universelle contre les garanties universelles des risques locatifs. Les propriétaires s'assurent et vous le refacturent. Et donc, en fait, le propriétaire il va estimer que c'est pas bien de prendre Jérémy parce qu'il présente je sais pas quelle garantie ou quoi. Et donc il va privilégier quelqu'un qui a beaucoup de garanties, alors que Jérémy est tout à fait en mesure de payer son loyer. Et donc ça c'est extrêmement discriminant. Donc il y a évidemment les Noirs et les Maghrébins qui en sont les premières victimes. Moi pour l'anecdote, je suis orphelin, et quand je me suis présenté pour dire que j'avais un garant au téléphone, on m'a dit désolé, on va prendre quelqu'un qui en a deux. Vous voyez que ça peut, c'est extrêmement discriminant, et donc la solution c'est de mutualiser tout simplement, et que tout le monde en fait, comme un peu avec la Sécu, avec la Sécu maladie, on puisse contribuer et que ça garantisse aux propriétaires le risque d'impayé. Donc s'il y a un impayé, le propriétaire est dédommagé. Et ça permettrait de dire que tous les locataires se valent
et ça permettrait de lutter directement contre les discriminations. Pour l'anecdote encore, enfin c'est pas l'anecdote, c'est triste, ça a été voté, ça s'appelle la GUL, la garantie universelle des loyers, 2014 également, et là Manuel Valls il a carrément dit je ne le mettrai pas en place. Donc ça c'est illégal, si ça vous intéresse on va monter un recours pour demander l'application, sans beaucoup d'optimisme par contre, parce que Macron n'est pas en faveur de ça non plus. Mais vous voyez que là déjà, encore une fois, on a tous les éléments législatifs pour le faire. Il suffit, entre guillemets, de l'appliquer. Dernier point, et qui fera la transition avec les questions d'hébergement. L'encadrement, c'est aussi éviter les expulsions. Merci Alassane. Dernier point, c'est la question des expulsions. C'est-à-dire qu'on va venir maintenant sur la question de l'hébergement et des personnes à la rue. Mais il y a une source, ce sont les personnes qui sont mises à la rue. Ça s'appelle les expulsions locatives. C'est quand les personnes n'arrivent plus à payer leur loyer, eh bien, le propriétaire en appelle à la préfecture, il obtient une ordonnance d'expulsion et en général, un huissier se pointe à votre porte en disant bah voilà, il va y avoir une expulsion. Il y en a eu plus de 100 000 l'année dernière, mais en fait il faut savoir que la plupart des foyers sont avec enfants et la plupart des parents ils veulent pas évidemment que les enfants soient mis à la rue, et donc dès l'ordonnance d'expulsion, dès l'arrivée de l'huissier, en fait ils partent sans forcément avoir de solution de secours. Donc on est plutôt sur 200 à 250 000 personnes qui sont, ou familles qui sont mises à la rue sans solution, si ce n'est un petit hébergement à l'hôtel pendant 10 jours. Et derrière, c'est potentiellement à la rue la vraie. Et donc ça c'est vraiment, en fait, hormis la trêve hivernale, du 1er novembre au 15 mars, on fabrique tous les jours les SDF sur lesquels on pleurera l'hiver prochain. Vous voyez, avec ces expulsions. Alors que, évidemment, si on disait pas d'expulsion sans relogement, qu'on dédommageait le propriétaire, puisqu'il ne s'agit pas qu'il soit floué, et qu'on prenait le temps de trouver une solution pour la famille ou la personne, en fait, on éviterait bien des problèmes par la suite, parce que une fois que la famille elle est tombée à la rue ou que la personne elle est tombée à la rue, c'est beaucoup plus difficile de la raccrocher. Question de santé, d'emploi, je parle même pas de l'éducation des gamins, que si on arrive à gérer une transition. Et donc c'est pour ça que c'est une revendication primordiale, pas d'expulsion sans relogement, quitte à dédommager le propriétaire, parce que même pour la société tout entière, c'est plus intéressant. Et pour terminer sur les questions d'hébergement, donc on en a un peu parlé, c'était une question, il y a eu la nuit de la solidarité, il y a eu cet abruti de Normandie, là, le secrétaire d'État au logement, qui a parlé de 50 personnes à la rue sur l'Île-de-France. Après, il a essayé de changer de pied en disant qu'en fait c'était 50 personnes qui avaient été refusées par le 115 sur l'Île-de-France. Bon, c'est évidemment de la connerie. On estime qu'il y a donc 140 000 personnes à la rue. Le comptage qui devrait sortir de la nuit de la solidarité qui s'est passée à Paris, c'est-à-dire en gros des citoyennes et citoyens qui parcourent la ville pour quadriller et compter, mesurer, on va atterrir sur 3 à 4 000 personnes à la rue tous les soirs. Et encore, on n'a pas une visibilité, parce qu'il y a des gens qui dorment dans le métro, dans les parkings, dans les bois, de manière invisible. Et ça, c'est vraiment le syndrome, enfin le symptôme d'une société qui va mal, quoi. On a des gens vraiment qui meurent à la rue. L'espérance de vie, évidemment, elle est dramatique, elle est en dessous de 50 ans. Pour les femmes et les familles qui sont de plus en plus nombreuses, ça veut dire aussi des agressions multipliées. Non, c'est 4000 SDF uniquement sur Paris. On est plutôt sur 140 000, 4000 SDF recensés dans la nuit de jeudi, là, il y a une semaine. Et une estimation de 140 000 sur la France. Et 4 millions de mal logés. Et 15 millions de personnes impactées par la crise du logement. On est très très loin d'une fatalité, parce que
en fait, c'est tout à fait possible de s'attaquer frontalement à cette question des personnes à la rue. Le problème, c'est pas d'en faire un slogan. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui étaient nés, mais il y a très longtemps, Jospin avait promis 0 SDF. Bon, c'était un slogan. Il y a 12 ans, Nicolas Sarkozy avait dit, alors qu'il était candidat en 2006 ou 2007, je veux, si je suis élu, que d'ici 2 ans, plus personne ne soit contraint de dormir à la rue et d'y mourir à Charleville-Mézières. C'était un slogan. Et en juillet, Macron avait promis que d'ici là, le mois de décembre dernier, il y ait 0 personne à la rue, y compris les migrants. C'était évidemment un slogan. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on peut le faire en quelques mois, ni même en un an. Mais il y a quand même des vraies pistes pour en sortir. Et donc d'abord, évidemment, dans un premier temps, de multiplier les centres d'hébergement. D'ouvrir tout ce qui peut être ouvert pour que les gens sortent de la rue. Mais les centres d'hébergement, c'est l'horreur, en fait. Il y a quelques années, on avait parlé d'un plan d'humanisation des centres d'hébergement. Et il faut imaginer ce que ça veut dire que si on en vient à imaginer qu'il faut humaniser les endroits où on stocke les gens qui dorment parce que dehors il fait trop froid. Ça veut dire beaucoup d'agressions, il n'y a pas assez d'encadrement, donc beaucoup d'agressions. Des gens évidemment qui sont en grande difficulté psychique, sanitaire, sociale évidemment. Des gens qui sont à la rue, qui sont en couple, qui ne peuvent pas se retrouver dans le même centre. Donc évidemment, c'est compliqué. Des gens qui sont à la rue depuis longtemps et qui n'ont que leurs animaux pour vie sociale et à qui on refuse de rentrer avec des animaux. Et puis toute la saleté et vraiment des conditions inhumaines. Et donc on ne peut pas se contenter de dire il faut multiplier les centres d'hébergement. Puis sans compter qu'en fait vous n'avez pas d'endroit où stocker vos affaires et le lendemain matin vous êtes remis à la rue. Ça c'est la remise à la rue. Ça donne à des situations complètement kafkaïennes où en fait pour obtenir une place si vous voulez si vous voulez être hébergé, vous appelez le 115, donc il faut s'y prendre très tôt parce que c'est très vite saturé. Et donc, entre guillemets, vous réservez avec beaucoup de guillemets évidemment, une place en centre d'hébergement. Le lendemain matin, vous êtes remis à la rue et vous avez un choix cornélien. Soit vous vous précipitez à une cabine téléphonique pour réserver pour le soir, puisque vous ne pouvez pas le faire autrement que par téléphone. Soit vous attendez le rendez-vous pour éventuellement aller sur un centre d'hébergement. Donc, il y a le centre d'hébergement CHU comme urgence et CHRS, où là c'est un peu plus long, vous avez 3-4 jours, voire une semaine. Et donc chaque matin, c'est le dilemme cornélien entre sortir pour aller réserver une chambre le soir ou tenter votre chance pour avoir 3-4-5 jours de répit. Donc c'est des conditions incroyables, complètement kafkaïennes, et qui en fait marchent pas. On appelle ça la réinsertion en escalier, c'est-à-dire d'abord vous êtes à la rue, passez en CHU, passez ensuite en CHRS, et puis avec un peu de bol, au bout d'un moment vous arrivez à attraper un logement social. Et en fait chaque marche est une difficulté. À chaque fois vous changez d'adresse, à chaque fois vous changez d'interlocuteur, etc. etc. Et donc la solution radicale, c'est un changement complet de paradigme. Ça s'appelle Chez Soi d'abord, qui est maintenant porté par toutes les associations, qui est inspiré de ce qui fonctionne très très bien, aussi bien au Texas qu'en Finlande, qu'en Écosse ou au Canada. Ça s'appelle Housing First là-bas. C'est loger les gens. Donc c'est parti tout simplement d'un constat très pragmatique. Loger les gens, loger les SDF, revient moins cher que les laisser à la rue. En moyenne, une place à l'année en CHU, CHRS, c'est 15 à 20 000 balles. Mais en plus, il faut compter les interventions souvent psychiatriques. La moitié des gens à la rue développent des problèmes psychiatriques, donc ça fait des nuitées très chères à l'hôpital. Évidemment, il y a des pompiers qui interviennent, des fois la police, des fois la justice, ça coûte très cher. Là, je ne vous fais pas du tout l'approche humaniste, hein. On n'est que sur les coûts, sans même parler du fait que le bonhomme il meurt plus tôt.
bien sûr, et qui ne se réalisent pas et que c'est une vie gâchée. Mais ça coûte plus cher à la société, alors que les loger, c'est-à-dire leur filer les clés, un bail et un accompagnement sanitaire et social, revient à environ 14 000 euros par an en moyenne sur Toulouse, Paris, Lille et Marseille. Et donc c'est vraiment la solution de long terme. Alors encore une fois, ça passe par construire des logements sociaux et vous comprenez pourquoi il faut que ce soit des logements très sociaux, qui coûtent très peu cher, qui permettent aux gens de se le payer tout simplement. Mais voilà, c'est ça la solution de moyen terme pour s'attaquer frontalement et véritablement à la question des SDF et considérer qu'on ne peut pas laisser les gens mourir à la rue. Voilà, j'ai dit. Alors, est-ce que ça soulève des questions? Mais c'est vrai que cette notion de logement d'abord, de housing first, même j'ai l'impression que même au sein des milieux militants, écolos et tout, c'est quelque chose, j'ai l'impression de le découvrir un peu, et alors que c'est une idée toute simple finalement, mais qui... Voilà, et donc ça fait du bien de l'entendre, notamment ce soir. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a une question de Jérémy, si je peux y répondre, c'est sur la question des contrôles à l'entrée. Je crois que tu fais référence à cette circulaire Collomb sur le contrôle des migrants dans les centres. Là, il faut vraiment dire qu'on est sur quelque chose de bien pire que ce qui... Enfin, ça n'a jamais été fait, vraiment, y compris dans les heures les plus noires de la Sarkozy, de Pasqua, de Guéant, de toutes ces personnes qu'on estimait vraiment que vraiment bon, la question humaine ça les intéressait pas. On n'est jamais allé aussi loin dans le cynisme à l'égard des migrants ou des SDF. Donc déjà il faut refuser la distinction entre les SDF et les migrants. Et par ailleurs il faut refuser le terme migrant pour lui privilégier le terme de exilé par exemple. Voilà. On n'a pas à dissocier nous les migrants économiques et il y a ceux qui ont droit à l'asile et puis les autres ils ont droit à s'installer en France. Mais donc la difficulté de la circulaire Collomb, c'est donc ils envisagent d'envoyer des agents aux abords ou carrément dans les centres pour vérifier la régularité du séjour des personnes qui y sont. Et évidemment, il y a un risque que ce soit pour envoyer les exilés en centre de rétention et ensuite en faire des sans-papiers en fait, puisqu'ils ne vont pas être renvoyés, donc à la fin soit ils sont renvoyés et c'est une catastrophe, soit ils sont condamnés à être sans-papiers. Donc il va falloir se battre là-dessus. Le projet de loi, mais je pense que Célia pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, projet de loi immigration et asile, est examiné demain en Conseil des ministres, ce qui veut dire qu'il passera dans 6 à 8 semaines à l'Assemblée. Sur la question des hôtels pour les SDF en dehors des familles, ça c'est une autre manière de démontrer finalement qu'il y a tous les outils, ou même y compris le budget, mais qui est très mal employé. On estime, donc il n'y a pas assez de centres d'hébergement ou de logements sociaux évidemment, donc depuis des années, on a les différents pouvoirs publics, communaux, collectivités, les départements aussi qui gèrent l'aide sociale à l'enfance, ont pris l'habitude de réserver des hôtels pour les familles. Alors c'est pas du luxe, hein, c'est vraiment des hôtels archi bas de gamme où les familles s'entassent. C'est archi glauque parce qu'en fait, donc évidemment les propriétaires d'hôtels augmentent les prix puisque voilà, il y a toujours la demande. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse un reste à vivre, ça dit beaucoup, à la famille, d'environ 5 euros par jour. C'est-à-dire qu'en gros, on défalque l'aide de ce qu'on paye à l'hôtel et on se débrouille pour que la famille ait un reste à vivre de 5 euros ou 6 ou 7 ou 4 par jour. Et avec ça, elle est censée manger dehors, parce qu'évidemment, en théorie, vous ne faites pas la cuisine dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel.
Mais évidemment, quand vous avez les deux parents, 1, 2, 3, 4 enfants, vous n'allez pas chez Flunch tous les jours. Et puis c'est pas recommandé d'aller chez Flunch tout court. Donc évidemment, ils cuisinent, donc ça fait des conditions impossibles, qui posent des problèmes de sécurité, mais tout simplement même pour étudier. Enfin, c'était la question de surpeuplement. C'est évidemment le cas dans les hôtels. C'est impossible pour les gamins d'étudier dans de bonnes conditions. Et malgré tout ça, ça coûte 1 million par jour, à peu près. On ne sait pas si c'est plutôt 300 ou 500 millions à l'année, mais vous voyez que c'est de l'argent qui est très très mal employé, alors qu'on estime qu'il faut 2 fois ça, un milliard, un petit milliard pour créer des centres d'hébergement d'urgence décents. J'ai dit. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que Pablo, tu voulais poser une question. Moi je me posais une question sur la construction des logements, et notamment des logements sociaux. Et je me demandais si ça répondait à un réel besoin, parce qu'on n'a pas assez de logements en tout, ou alors c'est un moyen de pallier la difficulté de faire des réquisitions ou de mobiliser les logements vacants. Alors, comment te répondre? C'est une très bonne question. Globalement, on a un problème d'aménagement du territoire en France. Et ça nous emmène un peu plus loin, puisque tous les boulots sont concentrés dans les grandes villes. Je sais plus, je voyais que l'essentiel de recrutement de cadres, par exemple, ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais sont concentrés sur 3, 4, 5 grandes villes. À l'échelle de l'Île-de-France, par exemple, vous avez 1 million de personnes qui traversent le 93 tous les jours. Enfin, qui partent du 93, qui traversent Paris sans s'y arrêter pour aller dans le 92. Alors évidemment, c'est des très mauvaises conditions de transport et en fait, on ne pourra jamais rien faire tant qu'on ne relocalise pas ou qu'on ne développe pas des différents pôles et qu'il y ait des bureaux dans le 93 et des logements dans le 92. Et bien sûr qu'on évite cette centralisation. C'est cette centralisation qui est valable aussi pour les grandes facs, etc., à Rennes, à Strasbourg, ailleurs, qui fait que les logements, en fait, il y a une pénurie. Et c'est cette pénurie qui fait la cherté. Donc il faut construire, mais il faut aussi trouver des moyens de redynamiser les territoires qui sont abandonnés, et que finalement, si on était moins nombreux à subir d'être en Ile-de-France parce qu'on ne le souhaite pas, mais en fait c'est parce que là qu'il y a les études ou le boulot ou quoi, ou je sais pas quoi, on aurait déjà une partie du problème résolu sur la question du logement. Mais ensuite, il faut construire du logement social tout court. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin tout simplement de logements pas chers, et qu'encore une fois, c'est pas une dépense futile. C'est comme investir dans des étudiants, c'est archi rentable. C'est rentable pour la société, c'est rentable en termes monétaires, ça vous assure des rentrées d'argent pour 40 à 50 ans. C'est une grave erreur de ne pas le faire. C'est comme la rénovation thermique. On estime que pour la rénovation thermique, c'est en gros les passoires, les appartements, les immeubles qui sont très très mal isolés. Donc ils font que les familles qui habitent dedans dépensent énormément pour se chauffer mal, et ça pollue, ça crée des particules fines, tout ça. On estime qu'on peut créer un emploi tous les 5 logements rénovés, donc c'est un vecteur incroyable d'emplois verts, non délocalisables, et qu'en plus, ça coûterait, ça c'est l'Europe qui dit, ça coûterait 40 milliards de rénover les bâtiments qu'on a le plus besoin en France, mais on rembourserait ça en 2 ans seulement sur les économies de sécu, uniquement la sécu. Vous voyez, donc, et en plus, bien sûr, on aurait créé de l'emploi au passage. Donc il y a vraiment une question de focale. Le logement social ou sortir les gens de la rue, ou éviter de les mettre à la rue et donc de dédommager le propriétaire. Il ne s'agit pas, encore une fois, de dire on arrête de payer les loyers YOLO. La collectivité, nous-mêmes, tous ensemble, on a intérêt à faire ces dépenses-là parce que c'est des investissements pour éviter des dépenses et des catastrophes humaines par la suite. J'ai dit.
est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ça me fait une merveilleuse transition pour vous recommander la lecture de Rutger Bregman, en français Rutger Bregman, Utopie réaliste, qui développe beaucoup la question du coût de la pauvreté pour la société et d'à quel point investir dans la lutte contre la pauvreté via le logement ou via le revenu universel, c'est utile pour tout le monde. Merci Morgane. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, moi je peux vous dire merci pour l'échange. Je suis à votre disposition. Mon mail c'est julienbayou@gmail.com si vous n'avez pas, s'il y a des questions qui vous trottent dans la tête ou qu'elles viennent demain. julienbayou@gmail.com. Et donc je vous rappelle qu'il va y avoir une grosse baston dans les prochains mois, évidemment sur les questions de l'immigration à partir de demain, et sur la question du projet de loi logement. Il faut sauver l'encadrement des loyers. C'est encore une bataille à long terme, c'est vraiment une question presque culturelle. C'est le rôle du gouvernement d'organiser les politiques publiques pour qu'on puisse se loger. Et si vous êtes mal logé, si vous consacrez 50% ou avoisinant de votre revenu à votre logement, c'est pas vous qui avez merdé. Si on vous refuse un logement parce que je sais pas quoi, vous êtes en froid avec vos parents et vous pouvez pas avoir de caution, c'est pas vous qui avez merdé. C'est vraiment des politiques publiques qui ont failli et qui ont privilégié, voilà, encore une fois, des logiques dogmatiques de tous propriétaires ou de rentabilité, qui ont encouragé le fait qu'on conçoive le logement comme une marchandise plutôt que comme un bien commun. Et donc il y a un vrai travail de long terme de se réapproprier, mais c'est la même chose sur le climat, c'est la même chose sur évidemment beaucoup de choses, sur l'eau, etc. De se réapproprier ces termes et de mener cette bataille culturelle, parce que à la fin c'est nous qu'on va gagner. Voilà. J'ai dit. Eh ben, c'est une magnifique conclusion. Je pense que ça nous a tous remobilisés sur le sujet. Donc, comme disait Julien, n'hésitez pas à lui envoyer un mail si vous avez une question. julienbayou@gmail.com, pardon. Et pareil, Julien, n'hésite pas toi à nous, dès que tu as des réunions publiques, des événements, sur le sujet d'association, ou voilà, des lectures sur le sujet, n'hésite pas, parce que c'est vrai que ça va être une bataille. Et que c'est nous qu'on va gagner, comme tu le dis, j'en suis persuadé, donc n'hésite pas à nous mobiliser aussi sur le sujet. Merci beaucoup encore une fois, Julien, et bonne soirée à toutes et à tous, c'était vraiment cool.